Bonjour à tous, merci d'être venus pour assister à ce Smart Meeting dédié, alors ce n'est pas marqué sur les écrans, mais à l'innovation, l'intrapreneuriat, l'entrepreneuriat, les nouveaux modes de collaboration des startups et des entreprises. On va parler de ces nouvelles méthodes d'organisation, de travail. Est-ce que c'est un vernis un peu à la mode? Il y a beaucoup de mots valises aussi dans ce dont on va parler. On va peut-être l'évoquer. Et il y a aussi une volonté et des actions concrètes de transformation des méthodes de travail dans les grands groupes pour être un peu plus agile. Alors pour parler de ces sujets-là, on a un grand panel d'intervenants. Kevin et Raymond Abesson, lauréat du prix spécial Outre-mer des Tech for Island Awards 2019. Félicitations. Kevin, pour ceux qui sont de Polynésie, vous le connaissez peut-être, c'est un entrepreneur passionné d'informatique et d'électronique, issu d'une famille d'agriculteurs de Tahiti. Il a été, depuis petit, autodidacte, il s'est formé aux techniques du numérique. Et en janvier 2018, au terme d'une sélection mondiale, Kevin a intégré la première promotion du programme Fighter de Station F, avec son projet de ruche connectée intelligente LeadBiz. Daniel Yerso, que je cache, pardon. Daniel est président et cofondateur du réseau Outre-mer Network et vice-président de la nouvelle PME. Alors Outre-mer Network, c'est un réseau qui est très impliqué dans la vulgarisation de l'entrepreneuriat dans les quartiers dits prioritaires des villes et en Outre-mer. Il a contribué à mettre en réseau physiquement plus de 4600 entrepreneurs, conseillé et ou financé plus de 400 projets depuis 2009. Daniel Yerso est en outre a cofondé le forum Osons la banlieue en 2015. Avec nous également Céline Charpio-Zapolski. Bonjour Céline. Qui, après une carrière chez Capgemini en tant qu'account exécutive pour les institutions européennes, elle a rejoint le groupe Linagora en tant que membre du board. Linagora, qui est un éditeur de logiciels libres, une boîte d'édition de logiciels libres. Elle a créé et dirige la filiale vietnamienne depuis 2015, en complément de ses fonctions de directrice commerciale du groupe. Et en parallèle, elle a fondé en 2016 l'Open Academy, grande école du numérique dédiée au logiciel libre, avec un focus particulier sur la place des femmes et des jeunes revalorisés dans l'écosystème numérique en France et à l'international. On a aussi Farid avec nous, Farid Humblo. Diplômé de l'EDEC Business School, il commence sa carrière à Amsterdam au sein d'une start-up de monétisation avant de rejoindre La Réunion en tant que responsable du développement économique de la filière numérique au sein de Digital Réunion. Depuis 2015, il a rejoint Simplon.co, qui est un organisme de formation. Il s'occupait du développement ultramarin de l'entreprise en devenant directeur des Outre-mer. Et depuis 2018, il s'occupe des projets transverses de Simplon, tels que la création de son CFA et des projets autour de la résilience des territoires. Enfin, Maëva et Marie. Donc Maëva Tordo, qui est directrice depuis 2011 de la Blue Factory, qui est l'incubateur de l'ESCP Europe, l'École supérieure de commerce de Paris. Elle développe des programmes d'accompagnement à destination des entrepreneurs, étudiants et diplômés, à chaque phase de maturité de leur projet. Elle a également cofondé le Noise, une association de promotion de l'innovation sociale, ainsi que le Social Bar, une entreprise sociale à Paris qui promeut la solidarité et la convivialité. Et enfin, Marie Villon. Marie, qui est Head of Community de la mission French Tech, experte en communauté, marketing et communication digitale. Elle est responsable des communautés du réseau French Tech en France et à l'international. Bienvenue à tous. Pour commencer ce débat, du coup, je voulais commencer par toi, Marie. Tous ces nouveaux modes de collaboration dont on parle, donc système d'innovation, d'intrapreneuriat, entrepreneuriat, le mot start-up, est-ce que ces nouveaux modes de collaboration ne seraient pas un aveu d'échec pour les entreprises qui sont jugées peut-être peu agiles, moins intéressantes pour la génération YZ? Est-ce que si c'est une conséquence de la start-up nation? Moi, je ne pense pas que ça soit un échec. Je pense que c'est juste une transformation de la manière dont on travaille aujourd'hui, en fait. Et je pense que pour avoir de l'innovation, il faut mixer et mélanger les choses. Et du coup, d'avoir des startups, des entreprises qui innovent, mais ça peut être aussi un freelanceur, etc. On a besoin
mixer un peu tout ça. Et on voit d'ailleurs au Digital Festival Tahiti ici qu'on a un mix de privé, public, qui travaillent ensemble aussi parfois pour innover. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et du coup, dans ces nouveaux modes de collaboration, il faut voir que les startups peuvent apporter beaucoup, parce qu'en fait, une startup, elle est assez souple, flexible, agile, elle peut agir rapidement. Et du coup, de travailler de manière startup dans une entreprise ou dans l'administration, ça permet de faire changer les choses, en fait. Et pour le petit exemple, à la mission French Tech, nous, on travaille en mode startup. Donc on est beaucoup de profils issus de la tech, il y a des fondateurs de start-up, il y a des personnes qui ont bossé dans des entreprises tech innovantes. Et en fait, on a cette agilité, on bosse en mode start-up et c'est un peu comme une start-up dans l'État. Et ça nous permet, au sein du ministère de l'économie et des finances, de travailler de manière hyper rapide, souple. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à créer, par exemple, le French Tech Visa en 3 mois. Alors que pour créer un visa au niveau du ministère, c'est bien plus long en fait. Et c'est cette agilité des startups, parce que comme on est tout le temps dans l'écosystème des startups, en fait, on y a déjà été avant pour la plupart des personnes de l'équipe, et en plus au quotidien on est avec les startups, donc on s'en inspire aussi pour faire ce que nous on fait au niveau de la French Tech. Donc ça c'est assez important pour nous. Après je pense que sur la Startup Nation, la Startup Nation, comme le dit le président Emmanuel Macron, c'est d'avoir un pays qui travaille avec et pour les startups, et en même temps d'avoir un pays qui réfléchit et qui bouge comme une startup. Et donc en fait, c'est ça en fait, c'est de mettre un peu du comportement startup dans l'État pour innover encore plus. Et donc la Startup Nation, c'est aussi permettre à toutes les personnes qui ont une idée ou qui ont envie de créer une start-up, de pouvoir le faire. Et je pense que dans tout ce qui est nouveaux modes de collaboration, en fait, il n'y a pas forcément que les modes de collaboration entre les start-up, les entreprises, l'administration, les grands groupes, etc. Mais c'est aussi des nouveaux modes de collaboration entre les mêmes personnes d'une équipe. Et donc, en fait, c'est hyper important pour ça d'apporter de la diversité dans son équipe, parce qu'on peut voir quand on travaille avec des personnes qui sont différentes, qui ont une culture différente, qui ont une manière de voir des choses différentes, et ben du coup, on peut créer des solutions aussi. Et quand on cherche des solutions qui sont soit des solutions globales, soit des solutions qui peuvent être pour répondre à un marché de niche, en fait, bah, plus on mixe, plus on mélange, plus on réussira à avoir l'innovation. Donc moi, je suis carrément pro de tout mélanger, faire bouger, et en fait, au-delà des termes de intrapreneuriat, entrepreneuriat, et puis tout ce qu'on va voir plus tard aussi avec toi Maëva, je pense, en fait c'est de trouver des nouvelles solutions et d'innover ensemble et un peu de décloisonner tout ça. Voilà. Oui, décloisonner, donc rendre un peu plus agile peut-être les grosses structures pour faire face à une économie qui est de plus en plus dans l'immédiateté, dans l'ambition d'innover, de croître constamment. Justement, Céline, on parle de nouveaux modes d'organisation, on a tendance à dire qu'il faut casser l'organisation en silo, passer sur des organisations transverses. Et toi, tu as l'expérience de la transformation d'une grosse entreprise, qui est la Société Générale, c'est ça ? Qui s'est complètement remodelée pour devenir plus souple, plus agile. Ouais. Tu peux nous en parler ? Marie connaît bien ce sujet-là. Non, c'est pour moi en fait un exemple qui est assez flagrant. On pense à la Société Générale, on pense à banque, on pense à rigidité, on pense à sécurité, etc. Et puis, en fait, M. Oudéa, il y a quelques années, s'est rendu compte que s'il ne restait qu'une banque, il n'y aura plus de développement pour la banque. Et effectivement, les concurrents finalement de la Société Générale, c'est plus les autres banques, dans 5 ans, même maintenant d'ailleurs, mais c'est WeChat, c'est les plateformes en fait, financières internationales. Et donc, si on raisonne en fait, comme ça, son point était de dire, en fait, si moi je reste une banque et que mes concurrents, elles, sont des plateformes qui utilisent en fait, d'autres moyens, qui innovent plus vite, qui sont dans l'innovation en fait, constante, eh il faut que je vais mourir. Donc en fait, il faut que je change. Et en fait,
je trouve que c'est très particulier ce qui s'est passé à Société Générale, parce que c'est vraiment venu du haut. Et l'innovation, ça n'a pas été une excuse, mais tout simplement un moyen de survie et un moyen de prendre de nouvelles parts de marché. Et donc, quand on comprend, comme M. Oudéa, que finalement l'innovation, l'informatique, c'est pas qu'un moyen, mais c'est juste core business. Voilà. Et donc, si c'est core business, ça doit transformer en fait l'ensemble de l'organisation. Il faut plateformiser en fait l'ensemble, casser les silos, créer les plateformes, et au-delà de ça, ça doit modifier également la façon même dont les gens travaillent, mettre plus de transversalité. Et donc, ça ce qui est assez intéressant, c'est que ça s'est transmis. Ils ont créé en fait un lieu que vous imagineriez même pas en fait. En tout cas, il y a 4 ans, on n'imaginait pas en fait de voir ce lieu emblématique en fait de la Société Générale, qui est le lieu d'innovation. Voilà. Avec des plateaux, tout en open space, avec de l'agilité. Il n'y a pas d'endroit en fait dédié en fait à des équipes, etc. Mais c'est vraiment en open sitting. Ils ont travaillé sur plutôt ce qu'on appelle l'entreprise étendue, c'est-à-dire comment je gère, je crée en fait et j'anime un écosystème autour de la Société Générale. À quoi je donne accès en fait à cet écosystème étant des startups, étant des universités, étant en fait aussi des institutions financières autres, y compris en fait leurs propres concurrents. Et en fait, comment on met en place en fait des méthodes de travail complètement différentes. En parallèle, c'est aussi travailler sur l'esprit même, en fait. Donc vraiment, on est sur le sujet d'acculturation. Et ils ont commencé du haut, c'est-à-dire M. Oudéa, il est allé prendre des cours de code, il a fait une coding school. Alors il a fait très petit, enfin très petit, pas très longtemps, puisqu'il a un peu d'autres choses à faire quand même dans la vie, mais il voulait apprendre à coder pour comprendre en fait aussi comment raisonner aussi différemment. Et il l'a fait lui pour montrer l'exemple, mais il a fait en sorte en fait que tous les strates en fait du management passent par là. Donc voilà, c'est la Société Générale, grand acheteur en fait de technologie partout. Comment il devient producteur lui-même de technologie, puisque en fait finalement, si c'est du core business, il faut qu'il maîtrise l'entièreté en fait de la plateforme financière qu'ils vont mettre à disposition. Et donc, la Société Générale devient un éditeur de logiciels. Ça, c'est assez intéressant aussi quelque part dans le modèle en fait, y compris dans le modèle en fait. Et puis après, c'est comment je recrute, parce que les geeks, ils n'ont pas très envie en fait de bosser pour une banque. Une banque, c'est plutôt c'est plutôt l'anti-innovation en tout cas dans l'esprit. Et en fait, ils ont beaucoup travaillé sur aussi changer leur histoire, leur vision, la façon dont ils communiquent, héberger des hackathons, qui incluent à la fois en fait des gens de la Société Générale, mais aussi en fait des externes, etc. Et voilà. Donc c'est un chemin qu'ils ont commencé il y a 4-5 ans en fait, qui est encore un chemin long, forcément, parce qu'on parle encore une fois du core business et pas de juste je développe une application mobile pour la banque. Et donc effectivement, il y a, je pense que le plus dur, ça a été d'aligner tout le monde et de déstructurer ou d'avoir. Ils ont eu un patron d'innovation qui était emblématique. Comment ça s'est passé concrètement? Parce qu'une entreprise comme la Société Générale, c'est quand même une entreprise qui suit plein de process, qui a plein de départements, cloisonnés ou pas. Comment prend forme ce nouveau type d'innovation, enfin, cette espèce d'équipe innovation dont tu nous parles, elle existe pour le marketing de l'histoire de la boîte, ou est-ce que concrètement elle a une vie, En fait, si vous allez dans le bâtiment dans le 93 de la Société Générale, vous ressentez l'innovation, mais à chaque étage. Donc effectivement, c'est... alors comment ça s'est fait? Une stratégie, un patron et une équipe innovation en fait, qui a été moteur, qui a diffusé en fait, un peu partout, et puis en fait l'obligation de démontrer
finalement des modèles. Donc, c'est une organisation de la Tech Week, en fait, Tech Week Société Générale, où en fait, c'est pas l'équipe com qui invite les éditeurs ou juste les éditeurs, c'est débrouillez-vous dans chaque service, je veux que vous montriez les innovations que vous avez faites. Et vous le faites avec vos partenaires si vous le souhaitez, mais en fait, chacun doit démontrer quelque chose. Donc ça, c'est aussi un peu une approche plus résultat et pragmatique, finalement, en disant, montrez-moi. Moi, je vous donne des budgets sur la partie innovation, montrez-moi ce que vous savez faire. Et après, un programme globalement en fait, de transformation, qui est un programme de transformation de l'entreprise. Donc, pas un programme technologique, un programme de transformation de l'entreprise. Ils sont allés se nourrir en collaborant avec d'autres boîtes à l'extérieur et également en interne en se transformant et en recrutant des profils peut-être un peu atypiques. Et là, je passe à toi, Farid, parce que les profils atypiques, justement, est-ce que toi qui es dans la formation, on en a besoin, non, pour l'innovation? Et comment ça s'intègre dans une entreprise, un profil atypique? Ok. Non, je pensais que c'était moi le profil atypique, c'est pour ça que j'ai dit ça commence bien. Alors. Pas faux. Aussi, pourquoi pas? Le parti pris qu'on a, de se dire, c'est aujourd'hui comment on crée de l'innovation dans des entreprises qui sont plus ou moins figées, ou même dans des startups qui sont nouvelles, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, au-delà des aspects de l'agilité, de révolution, il y a quand même des codes startups qui, des fois, peuvent entraîner des freins à aller l'embauche de nos profils atypiques. On va dire ça comme ça. Donc l'idée, c'est de se dire comment on arrive à créer le cadre entre diversité et innovation. Donc la diversité, elle est multiple. Elle est pas... Là, aujourd'hui, on a un panel qui est très divers, donc c'est intéressant de pouvoir en discuter aussi. C'est qu'on a la diversité de sexe, d'origine sociale, de capacité aussi à être au travail, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Donc tous ces aspects-là sont super importants d'avoir un panel qui soit assez important parce qu'on voit, enfin les différentes études le montrent, en fonction des niveaux de diversité qu'on peut avoir dans une boîte, on peut être 2 à 6 fois plus performant. On a des recherches business qui sont beaucoup plus intéressantes parce qu'en justement on a des inputs, enfin des entrées d'informations qui sont totalement différentes, qui permettent d'avoir un aspect, une vision qu'on n'aurait pas eu forcément si on était entre nous, sur l'entre-soi, etc. Donc comment on construit ça? On construit ça en accompagnant des profils et en leur donnant aussi les codes de comment on rentre en entreprise. Et ça c'est assez important pour nous. Et c'est pour ça qu'au sein de Simplon, on essaye de faire ça, c'est-à-dire que le point d'entrée, c'est pas les compétences techniques, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc le savoir-être, comment je vais pouvoir discuter à une équipe de dev de Société Générale, c'est pas la même chose que comment je vais discuter avec une équipe de dev de Blablacar, etc., etc. Et tous ces aspects-là, ça passe à travers la formation. Donc c'est important aussi d'avoir une compréhension de ce qui se passe dans les boîtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit souvent qu'il y a des freins à l'embauche de profils atypiques, mais les freins, ils sont des deux côtés. C'est-à-dire qu'à la fois les entreprises et à la fois nous, dans notre compréhension de ce que va être notre place dans ces sociétés-là, elle est compliquée à avoir. Donc tu disais, oui, profil atypique pour moi. Donc effectivement, chez nous, on va dire qu'on essaie au maximum de promouvoir la diversité au sein de Simplon. On est sur un ratio, sur juste la partie hommes-femmes aujourd'hui, qui est entre 55 hommes, 45 femmes, ou 60-40 en fonction des années. Mais au-delà de ça, il y a tous les aspects dont je vous parlais. Et donc, nous, on a une population qui est assez différente à la fois sur les profils techniques et sur les profils support. Parce qu'il y a aussi cette distinction qu'il faut faire, c'est que souvent, on se dit on peut avoir plus de diversité dans les profils techniques, un peu moins dans les profils support. Donc, on essaye de voir comment on peut travailler là-dessus. Et donc, l'idée pour nous, c'est se dire comment on met en place des programmes avec des sociétés, donc sur la partie collaboration avec les autres boîtes, qui permettent aussi de donner des clés à ces boîtes-là et de leur dire, voilà, vous allez avoir des profils dits atypiques au sein de vos boîtes, comment on peut les accompagner et comment nous, on peut vous accompagner sur ces sujets-là. Merci Farid. Maëva, je pense aussi à quelque chose, c'est que ces nouvelles formes de collaboration qui se créent, notamment au sein des grandes boîtes, ça me laisse penser qu'il y a aussi une quête de sens peut-être qui manque aujourd'hui dans le travail. Et est-ce que l'entrepreneuriat social apporte un petit peu plus de sens? Et quelles passerelles se font entre ces entreprises d'entrepreneuriat social et des grands groupes?
Oui, alors c'est sûr que donc moi je travaille à l'ESCP Europe, qui est une école donc dans laquelle je vois beaucoup d'étudiants et de diplômés qui se mettent à l'entrepreneuriat. En 2015, il y a eu un raz-de-marée très clair, en fait, très net, qui est passé de l'événement initial du mois de septembre rassemblé avant une trentaine d'étudiants, et 2015, 200 étudiants, et à partir de là, il y a eu vraiment beaucoup d'engouement autour de ça. Pour beaucoup, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller dans les jobs qui leur sont... C'est ça, on en discutait avant, mais il y a certaines entreprises qui maintenant ont du mal à recruter parce qu'elles ont des boulots qui sont considérés comme des bullshit jobs, c'est-à-dire qui n'ont aucun intérêt, aucun sens pour... qui fait aucun sens pour la société, qui n'apporte pas de pierre à l'édifice de la construction du monde. Et aujourd'hui, les jeunes n'ont plus envie de ça. Il y a un certain nombre de jeunes, en tout cas, qui se mobilisent autour de ça. Alors ça peut être à la fois parce qu'ils considèrent que les métiers qu'ils vont avoir seront inintéressants, voire aussi parce qu'ils sont engagés. En fait, vous avez toute une mobilisation en France d'étudiants sensibles au sujet d'environnement qui ont fait un manifeste pour dire aux grandes entreprises qu'ils refuseront de travailler dans des entreprises qui ne sont pas engagées d'un point de vue social et environnemental, des personnes de grandes écoles. Donc il y a vraiment un mouvement comme ça. Du coup, effectivement, l'entrepreneuriat social, donc à savoir créer des entreprises qui ont non seulement une mission évidemment économique et pérenne, mais aussi la recherche de résoudre des problématiques de société, c'est quelque chose qui motive les personnes qui créent des entreprises. Il y a une quête de sens. Faut faire attention parfois aussi aux sirènes de je change le monde, qui est quelque chose d'un peu... c'est limité quand même comme propos, parce que souvent, en réalité, quand on regarde dans l'entreprise, il n'y a pas forcément l'engagement qui est énoncé. En tout cas, il y a une volonté de travailler différemment. Ça, c'est vraiment ce qui est recherché. Et donc, il y a les grandes entreprises qui vont essayer, justement, elles aussi, parce que elles ont quand même envie de recruter, elles veulent exister, et elles en ont besoin. Elles ont besoin de changer la manière dont elles travaillent, dont elles sont organisées. Donc, une des manières de faire, ça va être de se rapprocher, en fait, de ces petites structures que sont les startups et les jeunes entreprises. D'ailleurs, je préfère parler de jeunes entreprises que de start-up, parce qu'on est sur quelque chose de très spécifique quand on parle de start-up, mais ça, on pourra peut-être en parler après. Un mot valise, maintenant maintenant, non, mais on parlait juste avant du fait que ce qui est dommageable en fait dans le milieu de l'entrepreneuriat et de l'innovation, c'est qu'aujourd'hui on utilise beaucoup de mots qui sont vides de sens. On parle d'écosystème, on parle de start-up, on parle d'open innovation, mais c'est des mots qui, si on les définit pas, si on dit pas de quoi on parle, en fait c'est assez c'est très lâche en fait comme terme, et on ne sait plus de quoi on parle, et on est capable de faire toute une phrase. Moi, je fais de l'open innovation au sein de mon département de design thinking. On collabore avec plein de startups en intelligence collaborative. Et ben, je peux le dire avec beaucoup d'assurance, mais derrière, on n'a rien dit. Et si on dit ça, derrière, on n'a pas forcément changé la manière dont on travaille, dont on collabore. Et tout ça pour dire que moi, ce que je vois, donc, au niveau de l'incubateur, j'accompagne de jeunes entreprises qui, de plus en plus, vont vendre leurs produits et leurs services à des plus grandes entreprises, parce que les marchés B2B, donc aller vendre à d'autres entreprises, c'est quand même des marchés qui permettent d'être plus pérennes que le B2C. Et ce qu'on voit dans ces rapprochements-là, c'est que c'est hyper intéressant, parce que pour les plus grandes entreprises, ça va leur permettre d'aller identifier des solutions innovantes et de tester des choses qu'elles ne peuvent pas développer en interne, ou alors qu'elles ne sont pas sûres d'avoir besoin d'utiliser, mais elles vont pouvoir tester avec ces petites boîtes. Et pour les petites boîtes, ça leur donne une capacité de déploiement hyper importante, parce que potentiellement, c'est des marchés larges. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait ce rapprochement-là. La plupart du temps, notamment les grands groupes, ils sont tellement structurés, ils ont un tel cadre légal, un cadre d'achat, un cadre de sécurité IT, qu'ils ne peuvent pas venir collaborer avec le petit truc qui vient de se développer. Et donc, de plus en plus, dans ces grands groupes, on va créer un deuxième chemin, qui va être le deuxième chemin de l'innovation. Et donc, va y avoir en interne, dans le grand groupe, un intrapreneur, ou en tout cas un ambassadeur, quelqu'un qui va prendre un peu son bâton de pèlerin et qui va jouer l'entrepreneur dans la grande entreprise, qui va aller voir la direction des achats, la direction légale, la direction de la sécurité, pour voir avec eux, est-ce qu'on peut avoir une petite dérogation de manière à pouvoir tester des choses avec des projets plus jeunes. Et puis, il va y avoir cette jeune entreprise qui va venir tester des choses dans le grand groupe, et donc faire bouger les lignes, poser des questions qui fâchent, proposer d'autres manières de travailler. Et pour terminer là-dessus, récemment, j'ai donc animé une conférence justement qui montrait des duos start-up, grands groupes qui avaient fonctionné. Et ce que j'avais trouvé très intéressant, c'est que d'un côté, évidemment, mais on a l'habitude de taper un peu sur les grands groupes en disant
vous êtes poussiéreux, vous savez pas, enfin, c'est pas marrant de travailler chez vous, vous n'êtes pas innovant, etc. Apprenez à collaborer avec des startups. Mais de l'autre côté, il y avait surtout aussi le fait de dire, chères startups, soyez sérieux. Vous venez collaborer avec des structures qui existent depuis longtemps et qui sont structurées. Il faut aussi vous préparer à pouvoir travailler avec des départements qui ont des règles de fonctionnement et vous ne pouvez pas juste venir en mode je suis l'innovateur, ça va bien se passer. Donc il y a vraiment une rencontre et cette diversité dont on parle au début, elle est essentielle et pour moi ça se base juste sur la biodiversité. Hein. Dans la forêt, il y a plein d'animaux de plein de tailles qui font plein de choses différentes et ben c'est la même chose dans l'économie, je pense. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionnera d'autant plus qu'on mélange les genres. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les grandes entreprises. Tu penses qu'il y a une uniformisation peut-être des profils parfois ? Ouh là là, grande question. Non, c'est une bonne question. Ça me fait la première chose qui m'est venue à l'esprit avec ta question, c'est donc moi j'ai fait le SCP aussi, mais j'étais issue de prépa littéraire. Et donc quand je suis arrivée en 2006 dans cette école de commerce, à la rentrée, on était 4 sur 400 à venir de formation littéraire et tous les autres venaient de formation économique. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé et je pense que c'est... Et donc j'imagine que naturellement, si on était 4 littéraires à l'ESCP en 2006, bah, dans les entreprises, à l'époque, il devait y avoir probablement que des gens qui avaient fait un parcours similaire. Donc, je pense que de plus en plus, il doit y avoir ce mélange dans les études et donc ce mélange dans les entreprises. Mais aujourd'hui, oui, c'est encore extrêmement limité et... Enfin bon, il y a encore des grands groupes, je pense, qui recrutent simplement sur le nom d'une école et c'est hyper dommage. Enfin, ça, j'espère qu'un jour, nos diplômes, on n'en parlera plus quand on a 50 ans déjà. On arrêtera de dire à 50 ans alors oui, bonjour, moi j'ai fait le SCP. Et voilà, et qu'il y aura une diversité beaucoup plus importante. Et plus de femmes aussi, mais bon, ça c'est encore autre chose. Daniel, toi tu es donc Outre-mer Network et ta station F. Et tu interconnectes tous les entrepreneurs qui viennent des Outre-mer. Et quel profil ils ont ? Est-ce qu'ils ont une spécificité par rapport à la métropole ? Les gens qui viennent de métropole, justement, on parle de diversité des profils. Qu'est-ce qu'ils apportent aux boîtes qu'ils rencontrent, aux entreprises issues de gros groupes en métropole ou ailleurs d'ailleurs ? Ouais. Effectivement, nous sommes l'un des 30 programmes de la station F. Qu'est-ce qu'on y apporte ? On a l'honneur d'héberger des gens comme Kevin. On est généraliste, un peu comme HEC, en toute proportion gardée. On est très petit, généraliste. On a des gens qui font de l'IoT, on a des gens qui font du service classique. On a des gens qui font des choses extrêmement disruptives comme de l'Internet par la lumière. On a des gens qui font de l'agriculture connectée et autres. On est à la frontière entre les guerres internes des grands groupes, parce que Circular Challenge, cette année, voilà, présente le directeur de tous les pôles d'innovation des groupes du CAC 40. Et je lui dis bonjour, Daniel Hirso, Outre-mer Network, on est l'un des 30 programmes de la Station F. Ah non, pas Station F. Il y en a marre de ces Startup Nation, on n'en peut plus. Qu'est-ce que c'est que ces bullshit ? Depuis quand les startups pensent qu'on c'est les seuls à avoir innové ? Nous aussi dans les groupes, on a plein de labos, etc. Et donc il y a une montée, il faut pas arrêter, mais il faut aussi être extrêmement lucide sur cette Startup Nation et la réalité des valos de ces startups, parce qu'à un moment donné, oui, il y a aussi des groupes qui innovent. Eva a raison de dire qu'il y a plein de programmes Open Innovation qui se montent. Qu'est-ce qu'il en sort ? Je vais parler d'un cas très concret chez nous, sans dire le nom de la boîte, qui s'est retrouvée à développer des produits dont vous allez entendre parler demain, quand vous allez entendre parler du Li-Fi, Internet par la lumière. Chez Orange, vous saurez que c'est des startups qui viennent du hub d'Outre-mer Network, qu'on a chopé à Dubaï. À Dubaï, elles vont exposer sur le pavillon Universel France et Luxembourg. Quand elles arrivent en France, elles sont entre deux feux. Donc Orange Fab, qui est censé être l'accélérateur dans les business units, c'est-à-dire trouver des sorties commerciales pour les startups, avec en plus un copain qui anime ça, qui est extraordinaire, qui est Pascal Latouche, et le lab, donc, qui est censé faire l'expérimentation en interne chez Orange, et qui souvent a des difficultés pour faire les sorties commerciales. Donc voilà, ce qu'on essaie d'apporter, nous, c'est une vision, ça fait 10 ans qu'on parle de ça, on essaie d'apporter une autre vision sur l'outre-mer. On dit aux gens que l'outre-mer innove,
On montre des startups effectivement très disruptives. Et la problématique, ça a été de pénétrer les grands groupes. Voilà. Donc, par exemple, parler de Société Générale, je crois que vous avez des problèmes dans votre grand bâtiment du 93 sur des miroirs, des casiers connectés. D'accord, moi, je vous le dis. Céline n'est pas de la Société Générale, mais elle a contribué avec l'Inagora à la transformation digitale du groupe. Très bien. Alors donc, quand ils ont un problème pour se dire ce grand bâtiment magnifique, on a des casiers connectés, on aimerait savoir le nombre de gens qui rentrent et qui sortent dans le bâtiment et qui utilisent ces casiers. Donc ils viennent chercher des structures comme les nôtres ou des sociétés qui sont de chez nous pour dire à quel moment ce casier est ouvert, fermé, combien de fois, etc. etc. Et la problématique, c'est vrai qu'on a vu monter donc, en interne dans les grands groupes la montée en puissance des directeurs innovation qui ont été en fait la passerelle entre j'ai besoin de discuter avec un grand groupe, mais ça devient très compliqué. Et nous, on est rentré dans 3 programmes qu'on expérimente. Donc, on a un concours innovation Outre-mer. Il y a quelques-unes. Je vois Stéphanie qui est là, de Cereva qui a participé, mais il y a Jennifer, pardon, qui a participé. Et on n'a pas fait un concours pour un concours. On a fait un concours pour que les gens lèvent des sous. Donc, je veux venir des fonds d'investissement. Et la deuxième chose importante, c'est qu'on présente des services achats. Et donc, on s'est dit, comment on fait quand on a une force de vente très moyenne, qu'on parle de start-up d'outre-mer qui viennent même mettre un bureau secondaire. Donc, on est rentré dans 2 programmes, le programme Orange Shop, j'en ai déjà parlé d'Orange, et le programme KPMG qui s'appelle le programme AO. Donc, on a été voir les mecs de KPMG, on leur a dit, mais vous avez plus de 70 000 clients, ça tombe bien, on a du mal à en trouver, vous allez être notre force de vente. Donc, on a fait rentrer chez nous l'ancien directeur innovation de KPMG, qui est Michel Paolucci. Et donc voilà, chaque année, on lui trust l'ensemble de nos startups chez nous. Alors c'est un peu barbare parce que là, on est typiquement dans un grand groupe avec ses critères de grand groupe et ses critères de due deal. Alors c'est vrai que quand il parle à une startup, c'est hyper cassant et c'est parfois, ça peut être très dur. Enfin, Kevin, on a fait l'expérience. Ça peut être extrêmement cassant, mais c'est le point de vue du grand groupe. Voilà. Et notre idée, c'est à un moment donné, on se revoit dans 6 mois. Est-ce qu'il y a des deals qui sont sortis ou pas? Voilà. Et donc, aujourd'hui, vous avez un projet, par exemple, né à La Réunion, le Wello, triporteur solaire. On est très content de le voir aujourd'hui avec La Poste qui achète ses produits, EDF qui achète ses produits, et maintenant, ça passe en collectivité. Donc là, du coup, nous, on court pour dire, c'est bien, il ne faut pas qu'on oublie le public. Donc, on se dépêche de signer des conventions avec l'UGAP pour faire référencer les boîtes. Voilà. Donc tu veux dire que les grands groupes apportent aussi quelque chose, une valeur ajoutée à la start-up en termes de structuration, de dire ok, ton but n'est pas d'être une start-up toute ta vie, il va falloir que tu commercialises un produit, que tu deviennes rentable, que tu fasses un peu d'argent. Oui, une start-up a vocation à grandir, devenir une PME, devenir une ETI et plus start-up. Bon, effectivement, il y a des gens qui arrivent à être start-up depuis 10 ans. Alors, sur nos territoires d'outre-mer, c'est une spécialité. Ça s'appelle les morts-vivants, qui sont start-up. Ça fait 15 ans qu'ils sont des start-up. C'est génial que tu parles de ça. On a un meeting juste après dédié à la French Tech Polynésie et aux start-up justement sur les territoires insulaires. On pourra évoquer plus longuement le sujet. Ok, ça va être funky. Parce que ça m'intéresse. Je pense que ça intéresse les gens ici. Et donc voilà, à un moment donné, effectivement, il faut qu'il y ait des débouchés, des sorties commerciales. Alors à Station F, ça devient même un vrai sujet, parce qu'il y a plein de pôles comme ça d'innovation, la technologie, The Camp, etc., un peu partout. Et c'est très bien, parce que c'est un merveilleux signal. Et après, effectivement, il faut, de part et d'autre, donc c'est vrai que Maëva a raison, il faut revenir aux fondamentaux. Une start-up, c'est pas simplement se concentrer sur la levée de fonds. Parce que normalement, quand tu lèves des fonds, c'est là que tu dois commencer à te gratter la tête en me disant comment tu vas délivrer, comment tu vas scaler, comment tu vas accélérer. Et c'est vrai que, vous avez peut-être tous entendu parler de cette petite polémique qu'il y a en ce moment sur le Next 40. Et c'est vrai que voilà, ça fait partie de cette... Tu peux peut-être expliquer le Next 40 pour ceux qui ne sauraient pas? Oui, tout le monde connaît le CAC 40. Donc voilà, on a décidé qu'aujourd'hui, sur les technologies, il y aurait le Next 40. Et donc la question s'est posée de comment on a fait ce choix et comment on a identifié ces startups-là. Et donc il y a beaucoup de gens qui s'insurgent contre ces choix-là, parce qu'on se dit aujourd'hui, est-ce que ça va être la course à la croissance par la levée de fonds, ou est-ce que ça va être la course à l'acquisition avec des vraies boîtes qui ont des vrais clients et qui sont en capacité. Alors je dis ça pour l'outre-mer, c'est des vrais modèles qui sont très importants. Nous, on a un urgent besoin d'avoir des startups
qui peuvent aller n'importe où, comme Kevin, qui vont de temps en temps, qui passent par Paris, qui vont avoir vocation à revenir au pays, à facturer au pays, depuis le pays, mais avoir des clients partout dans le monde. Et ça, c'est la vraie gageure de nos territoires qui ont la capacité de dire à la France, on peut faire des stratégies follow the sun toute la journée, depuis nos territoires, depuis la France. Et ça, il y a une stratégie. Alors, les grands groupes français commencent à le comprendre, mais ce qu'on expérimente avec beaucoup de joie, c'est la vision des investisseurs et de quelques PME asiatiques et allemandes sur ces questions vis-à-vis de l'outre-mer. Voilà. Marie, tu voulais rebondir ? Ouais, j'aimerais bien rebondir sur le Next 40, puisque c'est la mission French Tech qui l'a mis en place en collaboration avec le cabinet ministériel de Cédric O. Donc, juste pour expliquer ce que c'est, le Next 40, c'est c'est une liste qui a été publiée il y a un mois des 40 plus grosses startups françaises. Les critères qui ont été retenus, c'est des critères de valorisation et de croissance, pour avoir des critères les plus objectifs possibles, en fait, pour déterminer ces boîtes, sachant qu'il y a ensuite un jury qui a analysé toutes les boîtes sur aussi d'autres choses beaucoup plus qualitatives. Il y a une préparation d'une liste plus grande qui sera le French Tech 120, donc qui va ajouter 80 startups à ces 40-là. Il y a l'appel à projet qui va sortir d'ici une semaine et le French Tech 120 sera annoncé en janvier. Donc en fait, quel est l'objectif de faire ces listes ? L'idée, c'est en France, on a aussi besoin de faire de l'hypercroissance et c'est quelque chose qui est assez valorisé par le gouvernement parce qu'en fait, faire de l'hypercroissance avec des startups, au final, ça permet de créer l'emploi et ça permet de créer beaucoup d'emplois. Donc c'est des milliers d'emplois qui vont arriver sur les années à venir. Donc en fait, c'est assez important de les soutenir et de booster leur développement et de booster leur développement aussi à l'international pour faire rayonner ces technologies françaises en France, mais aussi à l'international. Et donc il y a besoin d'un accompagnement spécifique de ces boîtes-là parce qu'en fait, quand on dépasse une certaine taille de start-up, certaines levées de fonds, valorisation, croissance, etc., on a besoin d'être mieux accompagné. Notamment d'avoir une meilleure relation avec les pouvoirs publics. Et la mission French Tech donne cet accès-là en fait au Next 40, au French Tech 120. Mais le but en fait de tout ça, c'est de travailler sur ces grosses valorisations et ces grosses boîtes pour les autres aussi et pour le reste. Donc en fait, on commence par celle-là, mais sans oublier les autres. Donc voilà, je voulais un peu expliquer en disant que, il n'y a pas que le Next 40. C'est juste, heureusement, voilà, c'est juste une liste qui a été créée parce que ça nous permettra de booster de l'emploi en France et ailleurs, mais en fait, c'est surtout que ça permettra aussi, grâce à développer des solutions pour ces boîtes, parce qu'elles sont en hyper-croissance, en fait, à les développer pour toutes les autres startups qui vont suivre. La théorie du ruissellement, c'est ça. Maëva, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ta toute première question au début quand tu parlais du fait que les personnes dans certaines entreprises ne veulent plus y aller à cause du côté bullshit. Je voulais juste préciser que en fait, le bullshit, il est partout. Il est dans les grandes entreprises, il est dans les startups, il est probablement dans le milieu médical, j'en sais rien. Enfin, le principe, donc déjà bullshit, il faudrait trouver un mot français, je sais pas, le pipeau ou le blabla. Oui, ou un boulot qui n'a pas de sens, voilà, qui ne fait pas sens et qui n'est pas valorisant le ou manque de stimulant sens, intellectuellement. Il est absolument partout, en fait. Et le problème du manque de sens, son origine, elle vient... Alors on est sur quelque chose de quasiment existentiel et ontologique, elle est autour de qu'est-ce que c'est que la réussite, qu'est-ce que c'est que le succès. Au début, les gens pensaient que la réussite, c'était d'aller tout en haut d'un grand groupe. Maintenant, la réussite, c'est de faire une licorne. Mais la licorne, c'est aussi du bullshit. C'est un animal qui n'existe pas d'ailleurs. C'est un animal qui n'existe pas. Non mais je veux dire, c'est tout aussi... Enfin, je pense que la solution au manque de sens, c'est que chacun retrouve du sens dans sa vie et décide à chaque endroit où il est, dès qu'il voit qu'il y a un problème de sens, il ne se laisse pas emmener par le mot d'ordre général de comment il faut faire. Et puis, si chacun d'entre nous, on arrête la possibilité du non-sens, mais genre au quotidien, il y aura du sens partout. Et on sera que ce soit dans une start-up ou un grand groupe. On peut très bien, au sein d'un grand groupe, détecter des anomalies de fonctionnement et prendre les devants
Et dans les Pour startups dire, ben aussi. voilà, je voudrais essayer de modifier, changer les choses. Le cas de l'entrepreneuriat, on l'a pas défini au début, mais l'entrepreneuriat, c'est de la manière de faire dans des gros groupes qui pourraient avoir des process un peu rigides, arriver à trouver des personnalités qui ont cet esprit d'entrepreneur et leur faire confiance pour leur donner des ressources humaines, quelques moyens pour créer comme une mini-entreprise à l'intérieur de la grosse structure et développer de l'innovation de manière un peu plus souple, flexible, en dehors du cadre un petit peu de l'entreprise. Accepter de faire différemment. Accepter de faire différemment. Mais est-ce que ça marche vraiment entre la réalité, Faut essayer. la théorie, voilà. Mais Kevin, alors moi je voudrais parler avec toi justement, on parle beaucoup de start-up là, mais toi t'en es une de start-up. Est-ce que tu peux nous raconter la vie d'un start-upper à Station F, entre rêve et réalité, voilà, qu'est-ce qu'il en est concrètement et quels conseils tu peux donner aussi aux entrepreneurs en Polynésie? Alors, la vie de rêve de start-upper à Station F. Donc, c'est se balader en trottinette, manger des sushis livrés par drone tous les jours. Et la réalité, c'est squatter les canapés tous les soirs et batailler pour trouver un spot où dormir, sachant qu'il y a déjà pas mal de gens qui dorment à Station F la nuit. C'est se lever à 5h du matin, coder toute la journée, bosser en journée à Paris et bosser le soir à Tahiti. Et c'est se coucher à minuit pour reprendre une journée le lendemain. Et parfois faire des nuits blanches pendant 2-3 jours parce qu'on a des bugs, parce qu'on a besoin de corriger une fonctionnalité ou qu'on a besoin de livrer une nouvelle feature aux clients, quoi. Donc il y a un gros décalage entre la vie cool de start-upper et la réalité des choses, quoi. Et ça, je pense que c'est un problème parce que beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat en se disant ah, regarde ce qu'ils font et tout, c'est vachement cool, c'est vachement intéressant, moi aussi je vais me lancer dans mon projet. Sauf que non les gars, ça se passe pas comme ça, quoi. C'est très dur, c'est très difficile d'un point de vue financier. Il faut pouvoir financer sa vie de tous les jours, il faut pouvoir payer ses factures, faire vivre sa famille, tout en développant son projet. Et gérer à côté tous les aspects de la vie. Il faut pouvoir gérer sa maison, gérer ses emprunts, dealer avec son banquier pour avoir une autorisation découverte, alors que derrière, tu dois rusher comme un malade parce que tu as des produits à vendre, quoi. Donc c'est la vie de start-upper. Si vous vous lancez dans la vie de start-up parce que ça vous paraît cool, je ne pense pas que vous fassiez un bon choix, quoi. Par contre, si vous vous lancez dans votre projet, que vous voulez monter une start-up, entre guillemets, parce qu'il y a un projet qui vous intéresse, parce que vous avez une problématique, parce que vous pensez que votre solution et votre vision va apporter quelque chose de différent au marché, là, pourquoi pas, quoi. Mais ça se prépare, faut évaluer les risques. C'est comme tous les projets d'investissement. Tu jauges les risques, tu vois comment ça peut se passer, tu regardes si ton produit fit dans ton marché, et après, tu te lances dans l'aventure, quoi. Donc c'est... j'ai pas envie de faire peur aux gens, quoi, et de les décourager de monter. Je pense qu'il y en a qui sont partis en courant déjà. Non, mais c'est, aujourd'hui, on met je trouve qu'on met la start-up et le start-upper sur un piédestal et tout, dans un monde ultra connecté où c'est vachement cool, on arrive en trottinette. D'ailleurs, on dit chaque fois que quelqu'un monte une boîte, une nouvelle start-up, ce qui n'est pas forcément le cas. On parlait avec Maëva des mots un peu valises, toutes les entreprises ne sont pas des start-up. Mais exactement, et puis il y avait un truc qui était assez marrant, j'avais vu un spectacle sur le net d'un comique qui disait que, qui incarnait en fait un start-upper et qui avait inventé la chaussette connectée, tu vois. La chaussette qui chauffait les pieds, qui te remontait des informations comme quoi tu avais un trou dans ta chaussette, des trucs comme ça, quoi. Est-ce que ton produit vraiment répond à une problématique, tu vois? Est-ce qu'il va trouver sa place? Est-ce que c'est pas du bullshit total, quoi? Et le pire des trucs, c'est que des fois ça marche, quoi. Tu te demandes mais comment ils font, quoi. T'avais un gars, je pense notamment à un gars qui avait monté une start-up qui vendait des pixels sur un site web, et le gars il a fait des milliards de dollars, quoi, hein. Et rien qu'en regardant ça, tu te demandes, mais il n'y a pas un problème quand même dans le marché, quoi. Toi, tu es en train de galérer parce que tu fournis une vraie solution qui va potentiellement régler un problème environnemental ou autre, et tu as un gars qui monte un site web et qui vend $1000 le pixel et qui fait des fortunes, quoi. Et tu es là, mais merde, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Pourquoi je m'embête autant à monter un truc comme ça, quoi? Donc je pense qu'il y a un certain problème aujourd'hui aussi dans le monde, quoi. Dans le monde dans lequel on évolue, c'est un peu du bullshit total, quoi. Donc je pense qu'à un moment donné, les gens ils vont s'en rendre compte, j'espère en tout cas, et ils vont commencer à faire le tri dans tout cet écosystème, et ils vont aller chercher justement des startups qui vont répondre à de vrais problèmes. Mais le tri, il se fait peut-être un peu tout seul aussi. C'est-à-dire que, comme on disait, être start-upper, c'est pas une fin en soi. On reste pas une start-up 10 ans de sa vie. Auquel cas, il vaut mieux arrêter au bout de 2 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché, il n'y a peut-être pas de produit ou pas de rentabilité.
Je pense qu'elle s'écrème toute seule, non? Je sais pas. Juste pour finir, du coup, pour cet aspect-là, clairement, moi, je suis un peu, je suis pas très d'accord avec ce qui se dit où, en gros, aujourd'hui, on pousse à faire une itération de ton projet et tout de suite aller proposer ton produit à tes clients, quoi. On avait eu un smart meeting sur le salon qui était vachement intéressant, où on discutait justement de la maturité de ton projet. À quel moment ton produit est suffisamment viable, suffisamment fiable pour aller voir justement tes clients et leur proposer une première version, etc., quoi. Et je sais que ça va faire grincer des dents, hein, Daniel, mais moi j'ai fait le choix justement de prendre sur moi et de proposer pas une solution parfaite, mais une solution qui avait un certain standard de qualité tel que je le définissais. Elle n'aura pas toutes les features que je veux sur mon plan de développement, mais j'estime que le produit que je vais livrer dans sa V1, ça va être un produit qui va apporter une véritable plus-value, quoi. Je fais des capteurs pour les abeilles, quoi. Si je faisais juste des capteurs pour les abeilles, c'est quoi la plus-value dans ce qu'on fait par rapport aux 50, 60 startups dans le monde qui font exactement la même chose, quoi. Ça ne m'intéresse pas personnellement de lancer une startup qui va juste faire des capteurs pour afficher la température. Ce n'est pas la finalité, tu vois. Donc dans tout cet écosystème, trouver sa plus-value, trouver son axe de développement qui va te différencier des autres startups et qui va te permettre de percer dans ton domaine, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi une phase de maturité et d'information, de formation, d'apprentissage pour les porteurs de projets qui vont se dire, ok, j'ai une idée, je vais la tester, je vais la développer, et quand elle aura une phase de maturité suffisante, je vais la proposer à mes clients, quoi. Là, si je peux me permettre, là, on est au cœur d'un des problèmes qui concerne toutes les startups d'outre-mer, enfin, vraiment les idées qui arrivent en outre-mer. Je suis content que Kevin parle de la réalité, et encore, il est très modeste, il a beaucoup d'humilité. Il décrit 5% de ce qu'il vit sur le terrain. Voilà, moi, j'aurais pas le 10e de vivre. Vous pouvez être fier, franchement, d'avoir, au-delà d'idées du projet. Alors, j'étais là l'année dernière. J'ai vu toute la com qui est faite sur lui. J'ai dit, ouais, super, génial. Je ne suis pas sûr que les gens se rendent vraiment compte de ce que c'est pour lui d'être là au quotidien, H24. C'est difficile en termes personnels. C'est difficile sur la vision de l'écosystème qui finance. Tu as dit, Kevin, ouais, c'est effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui lancent leur start-up. C'est devenu, alors en Outre-mer, en plus, il y a un fort taux de chômage, donc les gens créent beaucoup leur boîte par défaut. D'ailleurs, on a un taux de création extrêmement élevé, bien plus que celui de l'Hexagone, et on a un taux de mortalité, bien sûr, beaucoup plus élevé également. Station F, c'est un miroir aussi parfois déformant, parce qu'il y a des mecs qui lèvent tellement facilement sur des projets, des fois tu te dis, c'est quoi ce délire? Mais tu as parti en bon réseau, tu as les bonnes connexions. Il y a un truc qu'on expérimente, qu'il a vu, qu'on voit, nous, régulièrement. Ça nous amuse maintenant. Le pitch à des VC, ça monte toujours comme ça. Hein. Et puis, il y a la question le siret est où? La boîte est où? Elle est en Guadeloupe, elle est en Polynésie, elle est... Ah ouais, ça va être compliqué là, ouais, c'est top. Mais tu peux pas mettre un bureau parisien parce que, ouais, en fait, on a mis le programme à Station F pour ça, parce qu'on en avait marre de discuter avec des VC et d'arriver toujours à la barre et pourtant tout le monde va vous parler de tech for good, de résilience, voilà, ça, tout le monde est là-dedans. Mais nous, quand on va voir des fonds et des potes qui ont des fonds, ESS, tech for good, on leur dit, vous savez les gars, je fais de la production, le seul cacao en France, alors que les Anglais font du French bashing sur le cacao sans esclaves dans les milieux anglo-saxons. Est-ce que vous savez que l'un des meilleurs cacao, il pousse en France? Les gens me disent, il n'y a pas de cacao en France. Mais tu sais qu'en Outre-mer, elles font du cacao d'excellence. Ça crée des centaines et des centaines d'emplois. Ça permet de travailler sur la valorisation de la production endogène. C'est ça, chez nous, notre impact. Alors c'est sûr, si tu fais ton ratio de calcul d'impact, quand tu fais le calcul de la valo sur la boîte pour investir, c'est sûr que le mec qui va dire qu'il va changer le monde avec son super projet, effectivement, ça n'a rien à voir. Mais adapté à l'économie du réel et le retour au réel, je pense que c'est ce qui fait un peu la différence. Alors, il y a des fonds qui le comprennent très bien. Alors, je veux dire, Citizen Capital a été connu pour ça, a fait des investissements sur ça. Et pourtant, le tout Paris l'attendait avec le fusil, Laurence Meignery. Elle a tenu bon. Et effectivement, ça fait partie des fonds d'investissement qui ont cru dans l'outre-mer et qui permettent à des jeunes qui sont vraiment bons de dire « je bêta-teste le projet, j'ai mes premiers clients ». Et comme nous, on a assez peu ça, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de private equity en Polynésie, mais en tout cas sur l'outre-mer, Antilles,
Il y en a quasiment peu. À La Réunion, ça se passe déjà beaucoup mieux. La question, c'est comment on pousse les champions locaux, comment on pousse ces champions déjà pour leur permettre d'acheter du temps. Voilà. Donc la petite joke entre Kevin et moi, c'est moi je suis en train de voir les concurrents passer comme ça, monter, et ils s'en foutent d'être aussi bons parce qu'à un moment donné, ils prennent les positions commerciales. Et donc moi, mon boulot, c'est de dire à Kevin, une start-up, à un moment donné, si tu vends rien, il va se passer un truc. Et s'il n'est pas soutenu localement, alors je ne dis pas subvention, financement, je dis, il y a des grosses entreprises ici, hein, donc il a des super produits, il faut lui acheter, tout simplement. Il faut acheter et soutenir ces champions locaux, non pas pour les soutenir et faire de l'ESS en disant c'est bien, non, en fait vous lui permettez d'acheter du temps, et comme il a un produit à très forte valeur ajoutée, le jour où il déboule parce qu'il a le temps de faire sa R&D, il déboule à un autre niveau de prix, une autre qualité de prix, et surtout il déboule, vu les chantiers qu'il est en train d'amorcer aujourd'hui, il déboule sur un terrain de jeu qui est mondial. Voilà. Mais encore faut-il qu'il soit soutenu localement parce que déjà pour les entreprises françaises, c'est pas facile. Vous faites 13 000, 14 000 km, c'est encore plus dur. Et si en plus, il faut avoir tous les problèmes auxquels sont confrontées toutes les startups, quelles qu'elles croisent, vous savez, on a les mêmes problèmes que le mec qui est au fin fond du Larzac ou en Bretagne, il galère pareil. Hein. Voilà. C'est vrai que c'est un sujet difficile, on se rajoute encore un mur de difficultés. Maëva, est-ce que vous avez des questions dans le public? Oui. On va vous donner un micro, on vous entendra mieux. Est-ce qu'on peut avoir une petite liste concrète de start-up? Qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles produisent? Parce que là, on tourne autour de ce qu'elles ressentent, la manière dont elles se développent. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour eux? Qu'est-ce que c'est une start-up? C'est quelque chose, c'est un groupe qui produit de l'innovation. Est-ce qu'un maçon, par exemple, qui monte sa petite entreprise est un start-upper? Alors, merci pour cette question. Et je pense que vous allez vous faire un plaisir d'y répondre. Qu'est-ce qu'une start-up? C'est une excellente question. En fait, ça dépend à quel niveau on utilise ce mot. C'est un terme qui peut être utilisé de manière extrêmement générique pour parler d'entrepreneuriat en général. Auquel cas, ça peut être des entreprises de petite taille. Moi, pour vous dire, j'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne même des associations. Donc, si on prend le terme le plus générique, ça va être une organisation qui innove quand même. Si on prend le terme stricto sensu start-up, on va être, alors corrigez-moi si je me trompe, hein, mais sur une organisation technologique qui est à forte croissance et qui, a priori, va fonctionner par beaucoup de levées de fonds, jusqu'à ce qu'elle arrive à la pérennité. Mais donc, vous allez par exemple être, je ne sais pas, sur... je pense à Doctolib, qui est une start-up. Doctolib, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise technologique qui permet d'avoir accès à des médecins. Vous allez avoir Uber, qui est une start-up. Donc voilà, la start-up à stricto sensu, c'est la technologie de la forte croissance. Uber, c'est un bon exemple. Vous parliez, monsieur, de est-ce qu'un maçon peut être une start-up? Là, Uber, c'est une entreprise qui a réinventé le taxi. Un taxi aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on aile dans la rue. Enfin, jusqu'à présent, c'était quelqu'un qu'on aile dans la rue et on monte dedans et on va d'un endroit A à un endroit B. Uber a révolutionné ce secteur-là en décidant de digitaliser la relation, c'est-à-dire qu'on a une application, on appelle son taxi depuis l'application, on est géolocalisé, donc la voiture, elle arrive à nous, on n'a pas besoin de lui dire où on est. Et ça a complètement bouleversé le métier de taxi. Mais après juste, on parlait de diversité tout à l'heure, et c'est ça qui est très important. En fait, ce qui est dangereux, de mon point de vue, c'est si on s'intéresse que aux startups, de la définition stricto sensu. Ce qui est intéressant, c'est que depuis une dizaine d'années notamment, il y a eu la promotion de l'entrepreneuriat, donc encourager les personnes à créer des organisations qui proposent des solutions nouvelles, quelle que soit la taille et la structure derrière. Et ça, je pense que c'est très important, notamment, enfin en tout cas, dans la formation qu'on donne, nous, aux étudiants par rapport à l'entrepreneuriat, on insiste auprès d'eux pour leur dire, choisissez aussi la forme de votre projet. Quand vous créez une entreprise, vous créez une gouvernance, vous créez une vision, une façon de manager les gens, ça va bien au-delà de votre produit et de votre service, et vous pouvez tout à fait choisir de faire quelque chose qui va avoir une taille restreinte. Et ça n'a pas besoin d'être la conquête spatiale technologique. De la définition stricto sensu, oui.
Mais le mot est employé, peut-être un peu dévoyé, employé un peu à tort et à travers pour parler de toutes les organisations nouvelles qui se montent. Voilà. Un jeune qui se lance, je sais pas, qui se lance en Polynésie et qui crée une entreprise va être, on va dire, il a monté une start-up. Voilà. Parfois, le mot est un peu employé dans un sens beaucoup trop large. On peut aussi monter une micro-entreprise, une petite entreprise, qui n'est pas du tout une start-up au sens littéral du terme, mais qui est une entreprise qui peut bien marcher, être florissante, avoir de la croissance, embaucher des gens, être rentable, etc. Pour vous donner un exemple très concret, cette année, les 10 projets que j'accompagne, vous avez dans le lot une équipe qui crée du miel éco-responsable made in France et gastronomique, mais vous avez aussi une application pour aider les aidants, donc une application qui permet aux personnes qui s'occupent de personnes en dépendance de s'entraider. C'est technologique. Donc c'est... Oui. Attends, on va te donner un micro. Elle est sensible, hein, le financement des startups. Je pense que Kevin, peut-être aussi, de par son expérience, et vous parliez, monsieur, aussi de la question... Parce que souvent, une start-up, elle consomme du cash, comme on dit. Hein. Vous prenez Uber, j'ai lu un article, il perdait encore 5 milliards de dollars. Là, son modèle économique est très évolutif. Voilà, il y a un peu de complications dans l'affaire. Et souvent, on a affaire à de grosses start-up américaines, notamment, qui se cherchent encore, qui font évoluer leur modèle économique, mais qui brûlent du cash de manière considérable. Et ici, je crois que la problématique locale, c'est qu'en fait, vous parliez d'entrepreneuriat tout à l'heure, il y a un peu d'intrapreneuriat, il y a un peu un problème ici, nos grosses entreprises locales, qui sont des PME à l'échelle nationale, je pense qu'elles n'ont pas joué le jeu justement un peu de l'intrapreneuriat et font que nos start-up émergentes locales ont du mal, en fin de compte, à trouver des financements et des partenariats locaux dans leur croissance. Je prends l'exemple, parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici, vous prenez l'exemple de l'OPT, par exemple, où on voit que ce paquebot OPT local s'enfonce un peu, parce qu'il n'a pas renouvelé son modèle économique, il y a un peu de difficultés. On aurait pu penser que l'une des solutions pour cette grande entreprise locale, c'est de créer justement de l'entrepreneuriat en son sein, de financer des startups, notamment qui ont été incubées au sein de Prism et qui, en fin de compte, n'ont pas joué le jeu un peu de ce financement. Alors en plus, on n'a pas toutes les facilités qu'il y a dans certains outre-mer français, comme à La Réunion notamment, je pense à La Réunion, où on n'a pas de fonds d'investissement, de fonds de développement qui viennent financer la croissance de ces startups. Et de ce fait-là, elles sont obligées de s'expatrier. Kevin est parti à Station F parce que, à mon avis, il y a peut-être plus de partenariats financiers potentiels identifiés au niveau parisien, au niveau national. Et ici, on a des limitations et je pense que c'est une vraie problématique sur laquelle je pense les pouvoirs publics devraient réfléchir parce que voilà, il y a la question du financement de ces startups qui se pose. Alors, juste, je fais une toute petite parenthèse. Le financement des startups, ça va être un des sujets du meeting d'après. Et je voulais juste dire, en termes de financement, il existe ici, pour ceux qui ne sont pas au courant, la Sofidep, qui est une sorte de BPI local, on va dire, qui est une banque d'investissement pour le développement de la Polynésie française. Alors, en termes d'investissement, je ne sais pas qui veut répondre. Alors moi, je voulais juste faire une remarque, en fait. Moi, je pense que la régulation, elle a aussi son importance, puisque pour des entreprises comme La Poste ou de grandes entreprises globalement, une des choses qui a changé, je pense, en France sur l'achat public, c'est de dire une partie des critères d'évaluation de ta proposition, elle dépend aussi de ta capacité à collaborer pour de vrai avec des PME. Start-up ou pas, mais au moins des PME. Voilà. Et donc, quand dans un marché public, tu as une partie des critères qui sont basés là-dessus, ça force, de fait, les boîtes à coopérer avec des plus petits. C'est pas suffisant, mais en fait, c'est aussi l'apprentissage finalement c'est la mise en place d'un cercle plutôt vertueux pour embarquer en fait les plus petits. Nous, l'Inagora, on est titulaire de plusieurs marchés, mais notamment
de gros marchés avec les marchés publics. Et en fait, une des choses qui ont fait, ce qu'on a eu le retour, qui ont fait que ça a marché, c'est que nous, on n'est pas très grand, hein, on est 220 aujourd'hui. Par contre, quand on répond à un appel d'offres public, on embarque 40 sociétés derrière, des plus petits, unipersonnels, à beaucoup plus grands que nous d'ailleurs, parce qu'un de nos partenaires, c'est une boîte qui a 2000 employés. Et en fait, valoriser aussi, dans le cadre des marchés publics, ou globalement, en fait, aider en fait, aussi les grands groupes à faire de même, donner l'exemple finalement aux grands groupes, de faire le choix de développer des cohortes en fait, voilà, et des consortiums. Donc, ça, je pense que c'est important. Et c'est assez, entre guillemets, facile à mettre en place. Ça ne résout pas le sujet du financement, mais ça aide à l'accès au marché. Et à la fin, si tu veux, les startups, ce qui est le plus important, c'est l'accès au marché, parce que effectivement, c'est bien la tech pour la tech, mais en fait, il faudrait la tech pour un usage particulier et un besoin. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pas assez valorisé globalement, quoi. Voilà. Ouais. Je t'inquiète. Je vais essayer de te répondre de manière assez brute, on va dire ça comme ça. Daniel qui me connaît bien, je sais que je suis jamais très à l'aise par rapport à ça. Moi, je n'expose pas souvent un peu mon parcours parce que c'est pas ce qui est intéressant, mais je pense que ça va répondre une grande partie à ta question. C'est pour ça que quand Marine avait commencé avec Profil Atypique, ça m'avait fait doucement rigoler, mais typiquement, moi je m'appelle Farid, comme vous avez vu, je viens des îles, je suis pas blanc, et en plus je suis relativement jeune dans l'écosystème. Donc ouais, il y a un cumul des mandats qui est quand même assez fort pour aller chercher quelque chose. Et donc aujourd'hui, en plus je suis dans une boîte de l'ESS, donc je fais le quatuor. Mais aujourd'hui je suis là-dedans parce qu'on a réussi à démontrer, j'ai réussi à démontrer, quand j'ai rencontré à l'époque Frédéric Bardot au tout début de Simplon, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit tiens, tu as un projet qui est intéressant, ouais, je suis capable de te montrer qu'à La Réunion, on va faire quelque chose qui va apporter de la valeur au groupe. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et pour moi, si on veut demain qu'il y ait des fonds qui arrivent sur tous nos territoires, il faut qu'on arrive à prouver qu'il y a de la valeur qui se produit. C'est le cash qui va parler, c'est pas tout le reste, on peut faire du marketing territorial, tout ce qu'on veut, toute la partie bullshit qu'on veut autour. Tant qu'on n'arrivera pas à démontrer que sur nos territoires, il y a des enjeux parce qu'on peut démontrer que les prototypes qu'on sort, ça veut dire que derrière, tu peux le mettre au national, à l'international, et là, on va envoyer. Parce que c'est ça qui va faire, c'est une grosse matrice. En fait, il faut une petite matrice impact-valeur. En gros, plus tu as de l'impact, plus ça te rapporte de la valeur, et ça va rapporter de la valeur au local. Quand j'ai commencé à La Réunion, il y a quasiment 4 ans, j'étais tout seul. Aujourd'hui, on a 10 salariés de Simplon qui sont à La Réunion. J'y suis plus depuis quasiment 1 an maintenant. Enfin, un peu plus d'1 an d'ailleurs. Et qui sont là, qui travaillent, qui font de la valeur, qui font travailler l'écosystème, et on entraîne des boîtes avec nous. Aujourd'hui, on est vraiment autour de cette, comme disait Céline tout à l'heure, on est dans une logique, bon, il y a Frédéric qui aime bien ce terme-là, je suis un peu moins à l'aise avec ça, de Justice League, on monte des coalitions, on va chercher, on veut aller résoudre des problèmes ensemble, et il faut que chacun sache qu'est-ce qu'il apporte comme valeur ajoutée sur la table. Et ça, on peut le faire à travers ce genre d'événements, parce qu'on apprend à se connaître, on voit où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon. Mais surtout, il faut qu'on arrive à dire d'ici, je sais pas, l'année prochaine ou dans 2 ans, tiens, il y a un projet du Prisme qui a rapporté X millions de francs polynésiens, ça permet de créer tant de jobs, et ainsi de suite. Et là, les fonds ils vont commencer à se dire, tiens, là, il y a 2-3 gars qui sortent, comme Kevin ou autre, et là, on va pouvoir se dire, tiens, et on aura un regard particulier qui va être assez intéressant. Là, j'ai l'opportunité de travailler avec pas mal de fonds sur d'autres sujets, et au-delà de l'outre-mer déjà, qu'on leur dit tiens, y a une boîte à Lyon qui peut être intéressante sur laquelle nous on a des sujets, on pourrait travailler avec eux. Ils disent ouais, c'est intéressant, mais Lyon c'est loin quoi. Et comment tu vas faire demain si tu dois recruter 50 ingénieurs à Lyon qui sont tip top. Donc il y a aussi ces sujets-là, c'est un écosystème, voilà, un environnement, ça se construit sur tous les piliers en même temps, et donc après il faut prendre aussi le temps de se dire est-ce que notre clé aujourd'hui, c'est le financement? Est-ce que c'est de sortir des projets? Est-ce que c'est d'avoir des personnes qui sont formées sur tous les aspects que sont aujourd'hui les startups? Parce qu'il y a aussi des codes startups qu'il faut apprendre à connaître pour pouvoir aller chercher des fonds. Parce que les fonds répondent aussi, parce que bon, ils en voient 400, 500, et s'ils commencent à voir que ça se décale par rapport à leurs attentes, il ne faut pas s'attarder 50 ans sur le dossier. Donc il y a tous ces sujets-là qui entraînent.
Je sais pas si ça a répondu à ce que tu veux. Ouais. Moi, je voulais juste en fait apporter ma petite expérience sur justement les partenaires locaux. Moi, j'ai fait le choix finalement de porter le projet sur financement propre. Donc aujourd'hui, Litbiz, je crois que c'est 12 millions CP, ça fait 120 000 euros à peu près, il me semble, d'investi d'un point de vue personnellement. Bon, j'ai eu la chance avant d'avoir monté une boîte qui tournait assez bien, donc j'ai pu mettre de l'argent de côté, ce qui m'a permis de financer Litbiz petit à petit, jusqu'au moment où j'ai décidé d'en faire mon projet principal. Et tout à l'heure, donc, tu parlais des collaborations avec les entreprises locales. Et du coup, moi, j'ai envie de dire que ça commence à se mettre en place. Donc, on a mis un petit bout de temps. En fait, je pense qu'elles regardaient un peu de loin ce qui se passait. Elles essayaient aussi de trouver leur place dans cette modification donc, de l'écosystème et de ce qu'elles connaissaient, en fait, au final, de leur environnement. Et du coup, là, elles sont un peu installées. Elles commencent un peu à voir comment ça se passe. Et du coup, elles commencent à discuter avec les startups. Et moi, j'ai le cas concret, en fait, où dans le cadre du Digital Festival, on a lancé notre programme de parrainage de ruches. Donc on a commencé à discuter avec les entreprises, donc pouvoir leur proposer nos parrainages de ruches. Et ça a été la porte d'entrée en fait pour discuter donc, de notre technologie, donc de nos capteurs environnementaux qu'on avait designés pour cette application spécifique, mais qui pouvaient être utilisés dans d'autres thématiques. Et du coup aujourd'hui en fait on commence à discuter avec d'autres boîtes qui vont utiliser notre techno, notre plateforme, pour des choses qui sont complètement différentes. Et c'est là où ça rejoint un peu en fait, l'essence même de notre projet, à savoir la préservation des abeilles. C'est qu'en fait, en monitorant la ruche, une abeille, ça a une autonomie de vol de 6 km, donc 3 km aller, 3 km retour. Et en monitorant la ruche, en fait, on arrive à avoir une visibilité de l'environnement tout autour. Et du coup, on peut utiliser l'abeille comme étant comme une sentinelle de l'environnement, quoi. Et dans le cadre de l'entreprise, c'est bien, elle va avoir sa ruche parrainée, mais elle va également utiliser ces datas qu'elle va injecter dans son système d'information, pouvoir monitorer les sites sur des sites de transformation, sur des sites d'assainissement, etc. quoi. Donc voilà, c'est un peu la démarche, quoi. Donc on commence à rentrer avec une première porte, et au final, on se rend compte qu'on a des synergies. Et ce qui était au départ une simple collaboration à sens unique, on va dire, devient vraiment un échange de technologies, un échange de process. Et c'est là qu'ils se disent, tiens, on a aussi ce projet-là, on aimerait faire tel ou tel capteur, on voudrait faire la même chose. Est-ce que la technologie que tu as développée pourrait s'adapter à ce genre de thématique-là, quoi. Donc là, ça repart sur une autre branche totalement différente, quoi. Et du coup, ils viennent plus seulement en tant que mécènes, mais ils viennent également en tant que clients et que moteur en fait dans l'innovation et le développement de ton entreprise, quoi. Et là, ça c'est en train de bouger et tout. En tout cas dans l'écosystème local, on le voit très bien. Et du coup, j'espère que pour le Digital Festival 2020, on aura enfin des cas concrets avec, comme tu dis, des success stories avec des startups qui auront créé des emplois locaux et tout, qui auront ramené une part d'innovation au local. Je pense notamment à des mini-usines de fabrication en série, pouvoir rapatrier justement les compétences plutôt que d'externaliser tout en Chine, en Europe, etc. On rapatrie par exemple une partie de la production des circuits imprimés avec l'assemblage, etc. Donc et ces infrastructures-là qu'on va mettre en place pour les startups vont également servir aux entreprises pour pouvoir développer plus rapidement des produits, etc. quoi. Et au final, c'est tout un écosystème qu'on construit, quoi. Enfin, c'était juste mon analyse de l'écosystème local, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question ? Pas du tout. Le projet n'a pas du tout commencé comme ça, en fait. Moi, je suis apiculteur amateur, donc j'ai mes ruches dans mon jardin. Et j'étais juste curieux, en fait. Je voulais comprendre un peu ce qui se passait dans la ruche. Et c'est marrant comme question, puisque mon ancienne boîte, je faisais justement des capteurs pour les maisons. En fait, on les développait pas nous-mêmes. On mettait en œuvre en fait des technologies qui étaient aujourd'hui en place, quoi. On faisait de la domotique, en gros pour l'habitat et puis les logements collectifs, etc. Et du coup, tu monitores ta maison, tu la pilotes avec ton ordinateur, forcément, tu as envie de faire la même chose avec tes ruches. Et le projet a commencé comme ça, quoi. Je me suis pas dit, ok, on va lancer une start-up, ça va être cool, on va se balader en trottinette et tout, et puis on va révolutionner le monde, quoi. D'abord, on développe des trucs pour ses usages perso, et après, on essaime. Écoute, c'est quoi un start-upper ? Je me considère toujours pas comme un start-upper, quoi.
Je suis juste un gars qui fait des trucs dans son coin et qui essaie de faire d'une petite entreprise peut-être un truc à vocation mondiale, quoi. On verra bien. Voilà, en fait, un start-upper, c'est un entrepreneur. Après, il y a peut-être un peu trop de bullshit dans ce monde-là, donc... Mais est-ce que, Kevin, tu m'autorises à raconter la venue du PDG de Parrot Automotive? Ouais, si tu veux. Moi, je fais open. Parce que je réponds à votre question, monsieur. En fait, il y a la réconciliation entre ce qu'on fait de traditionnel et ce qu'on est. Et la grande valeur ajoutée de Kevin, contrairement à beaucoup de ses concurrents, et ce qu'on lui dit souvent, c'est sois fier de ce que tu es, pas seulement sur le plan culturel, mais en fait, c'est une avance concurrentielle. Et beaucoup de ses concurrents ne connaissent pas son métier, ne sont même pas apiculteurs. Le PDG de Parrot Automotive passe un jour à la station avec Roxane Varza, la directrice, je le vois passer comme ça, il passe sur notre spot. Donc je suis en train de lui pitcher le truc, etc. Et je me dis Parrot Automotive, ça envoie, donc je suis en train de lui présenter. Parrot, vous connaissez les drones là? Ça vous parle? Ah, bon. Voilà. Alors effectivement, moi aussi, j'ai pris un peu de temps à comprendre. Le mec me dit Parrot, je dis Parrot du groupe Parrot, il me dit si, je dis merde. Donc je lui présente que les boîtes en train de gonfler la poitrine. Et il est resté 3/4 d'heure, près d'1 heure, avec Kevin. Il y a des boîtes de fous à côté, hein. Il est resté 3/4 d'heure avec Kevin. Pourquoi? Parce que Kevin lui a pitché sa solution, il a sorti juste le mot magique. Il a dit, mais vous savez, je suis apiculteur. Ils n'ont pas parlé de techno pendant 3/4 d'heure. Hein. Ils ont parlé de métier, de bananeraies, de ruchers que le mec finance, puisqu'ils ont l'autorisation d'avoir 10% de leurs bénéfices en termes d'impact à financer. Et en fait, tu avais tous les autres qui regardaient Kevin en disant « Putain, mais moi aussi, je vais pitcher mon truc. » En fait, lui, il n'en avait rien à foutre. Il voulait discuter avec quelqu'un qui était en train d'allier la technologie et son métier qui est d'être un bon apiculteur. Voilà. Merci, Daniel. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous voulez ajouter quelque chose? Maëva, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Non, il y avait une chose que je voulais dire, oui c'est ça, c'était par rapport à la question du financement. Ce qui est important, je sais qu'il y a les accompagnateurs d'entrepreneurs qui sont en train de se développer de plus en plus ici, notamment avec Prism. Et ce qui est important, c'est vraiment de faire passer le message aux entrepreneurs qu'il s'agit de faire du chiffre d'affaires. Et les jeunes personnes qui veulent se lancer peuvent avoir tendance à n'écouter que les belles sirènes de la justement Startup Nation et de se dire ok, je vais faire un PowerPoint et puis je vais lever 500 000 € et puis après je vais pouvoir lancer ma boîte. Sauf que, je veux dire, ce qu'il faut retenir, c'est que des entrepreneurs, il y en a eu depuis des milliers d'années en fait. Donc sinon, on n'aurait pas l'électricité, tout ce qui est autour de nous, en fait, ce sont des personnes qui étaient entrepreneurs bien avant qu'on parle de start-up qui l'ont fait, et ils l'ont fait de manière extrêmement pragmatique, concrète, sans doute aussi en vendant des choses. Et donc il y a cette éducation de l'ensemble des parties prenantes, pour ne pas parler d'écosystème, qu'il y a à faire. Donc pour les entrepreneurs, leur faire comprendre que voilà, c'est pas midi à 14h, c'est très concret. Tu as un problème, un vrai besoin. La chaussette connectée, peut-être répond-elle à un vrai besoin, encore faut-il le trouver. Mais tu as un vrai besoin concret, tu cherches une solution, tu essayes de la vendre. Donc ça, c'est l'éducation des entrepreneurs, mais il y a aussi l'éducation des financeurs. Et quand je parlais tout à l'heure au début de dire l'idée, ce serait peut-être d'enlever le bullshit en général de nos vies et de mettre du sens partout, et il y a aussi la question de tes financeurs. Est-ce que tu vas spéculer pour simplement trouver la boîte que tu vas pouvoir revendre dans 5 ans et où tu vas faire un gros chiffre? Est-ce que tu vas vraiment faire ça? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas prendre conscience que ton rôle financier, aujourd'hui, il crée une bulle? Et du coup, tu vas dire, non, en fait, moi, je vais vraiment financer des personnes qui créent des projets parce que c'est hyper important, mais je vais le faire de manière intelligente et tant pis si ça fera un peu moins de rendement, tant pis si ça prendra un peu plus de temps, parce qu'au final, le seul intérêt pour lequel on fait tout ça, c'est pour la planète sur laquelle on vit tous ensemble, et pas pour l'intérêt particulier. Et ça, retrouver un entrepreneuriat concret, réaliste et d'intérêt général, ça fera qu'on n'aura plus besoin de courir chercher du sens, parce qu'on sera tous les jours dans quelque chose de vrai. Merci Maëva, c'est beau ce que tu dis.
Ah, une question dans le public. On a encore 9 petites minutes. Merci. Je voulais juste rebondir sur ce que dit Maïva. Effectivement, c'est très intéressant. Et également, l'approche de Céline me plaît énormément dans tous les panels. Par rapport à tout ce qu'elle dit, c'est vraiment formidable parce qu'elle permet une synergie avec toujours le respect mutuel et faire en sorte qu'il y ait du sens à tout ce qui se fait. Et ça fait plaisir parce qu'en fait, toute structure, même la plus petite, si elle crée son propre emploi, elle est déjà très méritante. Et le fait qu'elle puisse collaborer, travailler avec les grandes entreprises, en y apportant sa valeur ajoutée, comme dit à juste titre Farid, c'est très intéressant. Et c'est pour ça qu'en même temps, la French Tech, elle est là pour valoriser toutes ces entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, dès lors qu'elles font quelque chose qui a du sens. Et c'est vrai, comme dit Maïva, quand ça a du sens, on y va plus facilement. Parce que justement, faire du sens, c'est comme on dit en anglais, make sense. Eh ben, dès lors que ça fait du sens, les gens viennent naturellement. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il faut faire du sens parce que les problèmes sociétaux sont tellement énormes qu'il faut absolument qu'on sauve, comme disait une autre personne dans un autre panel, c'est sauver l'humanité même. Et donc du coup, faire moins de chiffre d'affaires pour donner du sens à quelque chose, mais tout le monde devrait y aller. Et donc c'est pour ça que ce soit les entreprises, les start-up ou d'autres entreprises, qu'elles soient outre-mer ou pas outre-mer, c'est un état d'esprit avant tout. Et si l'humain a un état d'esprit qui est positif, qui va dans le sens justement du bien commun, on va y arriver tous. Et c'est pour ça que je trouve formidable que ce panel puisse aussi expliquer qu'il faut les féliciter parce qu'ils sont courageux, ils font énormément d'efforts pour y arriver. C'est pas facile, comme disait Kevin. Et moi, je ne peux que les féliciter. Merci. Merci. Merci à tous. Une autre question, je n'avais pas vu. Oui. Bonjour, c'est à propos de la levée de fonds. Je voulais demander à Kevin, si tu as choisi de financer sur fonds propres ta start-up, c'est parce que tu ne voulais pas lever des fonds et accepter que ton fonds de commerce soit partagé avec d'autres personnes. Non, pas du tout en fait. Quand je suis arrivé à Station F, si tu veux, Daniel en a parlé un peu tout à l'heure, donc on m'a poussé justement à faire une levée de fonds en seed pour pouvoir justement accélérer le développement du projet. Parce qu'en fait, en levant des fonds, tu achètes du temps, tu vas pouvoir recruter, etc. quoi. Et du coup, je déboule dans cet écosystème que je ne connais pas du tout. Donc il fallait que je prenne un peu mes marques pour pouvoir comprendre un peu comment ça se passait. Tu sais, ici, faire une levée de fonds aussi, etc. Déjà, il faut apprendre le vocabulaire. Ensuite, il faut apprendre comment fonctionne tout cet écosystème et tout, quoi. Et du coup, on me poussait à lever des fonds, d'abord 250 000 euros, après 500 000, après 1 million, etc. On a rencontré des VC, des financements, des venture capitalistes. En français, c'est capital risque. Ouais. Voilà, des business angels, des VC, etc. Et donc, on a commencé à discuter, etc. quoi. Et donc, le montant, au fur et à mesure donc, des rencontres, etc., des pitchs, on a réévalué donc, la levée de fonds en seed. Et au bout d'un moment, moi, je leur disais, ok, mais c'est important pour moi justement de rapatrier l'entreprise en Polynésie française, parce que c'est quand même là-bas, mes racines sont là-bas. Je me vois mal vivre toute ma vie en métropole, donc on va installer la société mère en Polynésie française et on va essaimer dans les autres pays, notamment en France métropolitaine, quoi. Et là, la réalité des choses, ça a été vraiment machine arrière toute, quoi. On a trouvé des VC, des BA en fait métropolitains qui acceptent de t'accompagner sur un projet alors que ton entreprise est installée à l'autre bout du monde, limite dans une république bananière, c'est un peu compliqué, quoi. Donc heureusement que justement il y a des dispositifs qui existent localement, il y a des écosystèmes qui existent notamment avec Outre-mer Network qui vont aller chercher des VC et des BA qui sont déjà sensibilisés au levée de fonds dans les territoires ultramarins. Donc ça c'est cool, quoi. Aujourd'hui je pense que dans la tête des gens en fait, pourquoi un VC, un BA qui a l'habitude de monter, de travailler avec des boîtes métropolitaines, européennes on va dire dans le sens large, va prendre le risque et le temps d'investir dans une start-up qu'il ne connaît pas forcément, qui est installée dans un territoire qui dispose dans les lois et la réglementation financière en tout cas est différente. Pourquoi est-ce qu'il irait se prendre la tête à faire ça alors qu'il va trouver d'autres startups,
en tout cas de son point de vue, dans lequel il va pouvoir investir et récupérer ses biens, entre guillemets, quoi. Donc c'est juste en fait pour ça, quoi. Et au bout d'un moment, en gros, j'ai perdu 6 à 8 mois à discuter avec des personnes, et à la fin, j'en ai eu ras-le-bol. Donc 6 mois à passer quand tu fais tes due diligence, ça prend quasiment tout ton temps, quoi. Et c'est du temps que tu passes pas sur ton projet. C'est du temps que tu passes pas avec tes clients. Donc à la fin, en fait, ça m'a tellement saoulé que j'ai préféré mettre tout en suspens. Et je me suis occupé de mes clients, enfin de mes financeurs principaux, qui sont mes clients. Comment est-ce que je vais pouvoir, j'ai du mal à trouver mes mots, je suis désolé, mais comment est-ce que je vais pouvoir convaincre un financeur si déjà mon client n'a pas confiance dans mon produit, tu vois? Donc j'ai tout mis en suspens et je me suis occupé uniquement de ma stratégie, du développement de mon produit. Et du coup, bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus long. On n'a pas forcément la même vitesse, on n'a pas forcément les mêmes moyens pour pouvoir recruter, etc. Mais à la fin, je sais que mon produit a déjà un panel de clients, a déjà de l'attraction qui va me permettre de pouvoir valoriser ma solution lorsque je vais vouloir faire une levée de fonds, quoi. C'est juste pour ça, quoi. Oui, tout à fait, on aurait pu faire ça. Bonne question, merci. As-tu essayé le crowdfunding aussi? On avait préparé justement des goodies et une stratégie, mais on ne l'a pas déployé. Juste pour expliquer le crowdfunding, hein, c'est le financement participatif d'une entreprise en demandant, donc on expose son projet et on demande à n'importe qui, aux gens, aux individus, s'ils sont partants pour le projet, de contribuer à son financement pour le voir émerger. C'est prévu, mais on ne l'a pas encore fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des magnifiques t-shirts avec des abeilles et tout. Ça fait partie des goodies qu'on pensait ouvrir pour la campagne de crowdfunding, mais pour le moment, on ne l'a pas encore fait, quoi. Est-ce que monsieur est banquier? Marie va l'évoquer. En fait, juste en attendant, ça dépend vraiment comment tu vois ta plateforme de crowdfunding, quoi. Ça peut être une plateforme de financement, mais ça peut aussi être un formidable outil marketing. Donc ça dépend comment tu vois ta plateforme de crowdfunding, quoi. En fait, juste pour faire un petit point de conclusion aussi, c'est que je pense qu'il y a des milliers de façons d'entreprendre et il n'y en a pas forcément une qui est la bonne. C'est vraiment en fonction de quelle est ton idée, quel est ton projet. Qu'est-ce que tu veux monter comme structure? Enfin, là, on parlait des termes, start-up, PME, etc. Et comment tu vas entreprendre, comment tu vas financer, comment tu vas développer ça. Et en fait, Kevin, c'est un bon exemple. Donc, on n'est pas obligé de faire une levée de fonds pour faire de l'hypercroissance. On peut aussi s'autofinancer. On peut trouver pas mal d'autres choses. Enfin, il y a plein d'outils qui sont à disposition. Et en fait, c'est vraiment l'entrepreneur qui va faire des choix au fur et à mesure de son parcours. Donc c'est ça aussi, entreprendre. Et là, on a un bon exemple avec Kevin. Après, honnêtement, ça paraît facile comme ça lorsque tu regardes de loin, mais non, on fait énormément d'erreurs, hein. On apprend tout le temps. Franchement, tout ce que tu vois, les PowerPoint, les présentations, etc., c'est bien, c'est hyper sympa, ça te pose déjà pas mal de choses en tête, mais rien de mieux que d'arpenter le chemin plutôt pour voir comment ça se passe, quoi. On pourra te faire toutes les meilleures classes du monde, si tu te lances pas à un moment donné, tu n'évolueras pas. On va conclure le Smart Meeting ici, mais il se conclut d'une très belle manière parce qu'il fait une belle transition vers le Smart Meeting qui arrive maintenant, qui est le financement de la croissance de nos entreprises et leur développement à l'international.